Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver sur cette plateforme nationale conçue pour l'enseignement à distance. Nous allons revoir ensemble aujourd'hui un cours de langue intitulé « Les types de raisonnement ». Cette activité a pour objectif de rappeler en premier lieu les différents types de raisonnement pour passer ensuite à en identifier les principales caractéristiques et valeurs. D'abord, qu'est-ce qu'un raisonnement? Qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Eh bien, le raisonnement, c'est tout simplement cette manière logique d'organiser un discours ou un texte, à l'écrit comme à l'oral. Alors, pourquoi raisonner? Ou bien pourquoi recourir au raisonnement? Donc, c'est tout simplement pour d'abord favoriser la compréhension de la stratégie argumentative du locuteur et ensuite faire admettre la validité d'une thèse et réfuter une thèse couramment admise. Le tout pour influencer la pensée du destinataire et l'amener ainsi à changer de position ou bien de point de vue. Alors, ce raisonnement-là, comment est-il constitué? Le schéma qui s'affiche sur vos écrans va nous apporter réponse. Eh bien, ce schéma reflète la construction du raisonnement. Comme vous voyez, le raisonnement est constitué d'idées générales, c'est-à-dire de différents arguments. Ces arguments qui, idéalement, doivent être suivis d'exemples illustratifs. Et bien évidemment, ils doivent être liés et articulés au moyen de connecteurs logiques qui introduisent notamment l'idée de cause, l'idée d'opposition, l'idée de conséquence et ainsi de suite. Le tout pour défendre une thèse, c'est-à-dire pour défendre une idée. À ce niveau, chers élèves, il s'avère opportun de vous rappeler la différence existant entre raisonnement et plan. Commençons d'abord par le plan. Plan, c'est tout simplement la structure du texte ou bien du discours qui est connu par ces trois fameuses grandes parties qui sont subdivisées en sous-parties, c'est-à-dire introduction avec ces fameuses sous-parties, développement avec ces sous-parties et conclusion avec ces sous-parties, comme vous allez voir dans la rédaction d'une production écrite. Par contre, chers élèves, dans un texte ou dans un discours ou oral ou écrit, le locuteur peut faire appel à plusieurs types de raisonnement. Et ces types de raisonnement, on va les voir tout de suite sur le tableau qui s'affiche sur vos écrans. Les types de raisonnement. Commençons d'abord par le premier type. Il s'agit, comme vous le voyez sur le tableau, du raisonnement inductif. Alors, pour le définir, on va dire, c'est partir d'un cas particulier pour aboutir à une loi ou à une proposition générale. Pour concrétiser, on va utiliser cet exemple emprunté au domaine scientifique. La banquise au pôle Nord fond, donc la planète est en train de se réchauffer. Donc, en partant de ce constat particulier, le chercheur a généralisé et a donné une loi plus générale en l'introduisant avec ou bien par le moyen ou bien par le connecteur logique donc qui introduit la conséquence. Quant au deuxième type de raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement déductif, je tiens à signaler ou bien je tiens à rappeler d'abord qu'il est le contraire du raisonnement inductif, du moment où le locuteur part d'une loi ou d'une proposition générale pour en arriver au cas particulier.
Je concrétise cette définition par la démonstration mathématique suivante. Je sais que la droite A est parallèle à la droite B et que la droite B est parallèle à la droite C. Or, quand deux droites sont parallèles entre elles, si une troisième droite, c'est-à-dire est parallèle à l'une, elle est automatiquement parallèle à l'autre. Donc, la droite A est automatiquement parallèle à la droite C. Remarquez, chers élèves, que la règle générale est là et c'est grâce à cette règle générale qu'on a abouti à ce cas particulier. Je vais vous proposer tout de suite un autre, ou bien une forme plus explicite du raisonnement déductif. Il s'agit de ce que l'on appelle habituellement le syllogisme. Alors, j'ai proposé cette forme triangulaire pour bien vous montrer les parties essentielles de ce type de raisonnement. C'est-à-dire, quand vous remarquez sur le schéma, vous avez une proposition générale ou on l'appelle aussi une prémisse majeure, qui est le cas ici de tous les hommes sont mortels, et nous avons un cas particulier de cette proposition générale et qui est appelée prémisse mineure ou bien seconde prémisse. Or, elle est introduite par or. Or, Socrate est un homme, alors on aboutit à une conclusion, donc Socrate est mortel. C'est ça le cas particulier. Alors, en partant de la proposition générale, on a abouti à une conclusion, ou bien à un cas très particulier. Revisitons maintenant le troisième type, c'est-à-dire le raisonnement par analogie. Il s'agit tout simplement de rapprocher deux réalités ou deux univers différents pour faire admettre une conception originale. Je concrétise par la citation suivante de Voltaire. Lorsqu'il dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Ici, le locuteur rapproche la complexité de l'horloge à celle de l'univers pour conclure que cet univers a aussi un créateur. Pour ce qui est du raisonnement dialectique, il s'agit de partir de deux propositions tout à fait opposées, à savoir la thèse d'un côté et l'antithèse de l'autre côté. Arrive enfin la synthèse qui rallie ou bien qui réconcilie ces deux propositions. Je concrétise encore une fois par l'énoncé suivant, qui va vous rappeler certainement le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. Je lis la citation. « La peine de mort détruit la personne du criminel, mais elle l'exalte jusqu'à en faire un héros. Donc, abolir la peine capitale permet d'humaniser le criminel sans l'idéaliser. » Comme vous remarquez, les ingrédients du raisonnement dialectique, ou bien les principaux ingrédients du raisonnement dialectique sont là. Voici la première partie, c'est-à-dire la thèse, et voici l'antithèse qui commence de ce connecteur logique qui introduit l'opposition mais, et voici la synthèse qui est introduite par un autre connecteur qui introduit bien sûr la conséquence. Donc ici, nous avons ou bien un raisonnement dialectique. Dans le raisonnement concessif, le locuteur commence d'abord par reconnaître la thèse et les arguments adverses avant de les réfuter et de défendre plus librement les siens. Je concrétise par l'exemple suivant.
Certes, le port du masque est insupportable pour certains, mais sortir de la maison sans le mettre les exposera à la contamination au coronavirus. Comme vous le remarquez, chers élèves, les éléments de la définition sont là, à savoir la phrase qui représente la concession et qui est introduite par le connecteur logique « certes ». Certes, le port du masque est insupportable pour certains. Vient ensuite la réfutation qui est introduite par mais comme connecteur logique qui introduit l'opposition pour arriver à la réfutation totale de la thèse adverse. Pour ce qui est du raisonnement par l'absurde, le locuteur cherche à démontrer que la thèse adverse aboutit à des conséquences absurdes. Comme concrétisation, ou bien pour concrétiser, je prends l'exemple suivant. Je n'aurai pas le droit de sortir parce que tu me l'ordonnes, mais si tu me donnais l'ordre de me jeter par la fenêtre, devrais-je t'obéir ? Ici, c'est tout simplement le locuteur rend absurde la thèse adverse par le recours à la comparaison par analogie. Arrivons maintenant au dernier type de raisonnement. C'est le raisonnement par opposition. Il s'agit dans ce type, comme vous êtes en train de le remarquer, de convaincre par la réfutation totale de la thèse adverse. Je concrétise par la citation suivante de Montesquieu. Les hommes sont supérieurs aux animaux. Les animaux n'ont pas nos espérances, mais ils n'ont pas nos craintes. Les animaux subissent comme nous la mort, mais ils n'en ont pas conscience. Les animaux sont supérieurs aux hommes. Donc, pour la thèse adverse, c'est la première, c'est les hommes sont supérieurs aux animaux. Ici, le locuteur avance deux arguments pour la réfuter totalement, à savoir, les animaux subissent, certes les animaux subissent la mort comme nous, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Donc, les animaux, par conséquent, ils sont supérieurs aux hommes. Pour récapituler, chers élèves, nous dirions que dans un texte ou dans un discours oral ou écrit, le locuteur peut faire appel aux différents types de raisonnement, notamment le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, le raisonnement par opposition ou celui par analogie et ainsi de suite. Et ce, pour mettre en valeur sa stratégie argumentaire d'une part et de l'autre côté pour bien défendre sa propre thèse. Et maintenant, chers élèves, et en guise d'application, je vous propose les exercices suivants. Dans l'exercice 1, vous allez répondre par vrai ou faux. Définition A. Le raisonnement par analogie semble donner raison dans un premier temps à certains aspects de la thèse adverse pour mieux la contredire dans un second temps. Je relis la définition. Le raisonnement par analogie semble donner raison dans un premier temps à certains aspects de la thèse adverse pour mieux la contredire dans un second temps. Définition B. Le locuteur part de faits particuliers pour conduire à une vérité générale. C'est le raisonnement déductif. Je relis la définition. Le locuteur part de faits particuliers pour conduire à une vérité générale. C'est le raisonnement déductif. Qu'en pensez-vous, chers élèves? Exercice numéro 2.
De quel type de raisonnement s'agit-il dans les énoncés suivants? Énoncé A, le participe passé s'accorde avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Cette règle générale permet de déduire plusieurs applications concrètes. Ils sont partis, elles sont revenues, elle est sortie. Énoncé B. Tous les hommes sont mortels. Or, le chien n'est pas un homme, donc le chien n'est pas mortel. Dernier énoncé. Certes, l'instinct pousse naturellement l'homme à se venger des exactions qu'il a subies, mais la mort d'un individu ne peut être cautionnée par la collectivité. Une citation de Maximilien Robespierre en 1791. Je vous accorde, chers élèves, quelques instants pour apporter des réponses à ces deux exercices. Et maintenant, chers élèves, je vous propose le corrigé suivant. Pour la définition 1, le raisonnement par analogie semble donner raison dans un premier temps à certains aspects de la thèse adverse pour mieux la contredire dans un second temps. Eh bien, la définition est fausse. Il s'agit bel et bien de la concession, c'est-à-dire il s'agit du raisonnement concessif. Tous les ingrédients sont là pour dire qu'il s'agit du raisonnement concessif. Il y a d'abord premier temps et second temps, c'est-à-dire le locuteur admet en premier temps une partie de la thèse adverse pour mieux la contrecarrer en second temps. Pour la définition B, le locuteur part de faits particuliers pour conduire à une vérité générale. C'est le raisonnement déductif. Il en va de même pour cette définition, c'est faux. Il s'agit bien évidemment du contraire. Il s'agit du raisonnement inductif, c'est-à-dire partir plutôt d'un fait particulier pour aboutir à une loi ou à une proposition générale. Pour l'exercice 2, qui porte sur les types de raisonnement, commençons par l'énoncé A. Le participe passé s'accorde avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Cette règle générale permet de déduire plusieurs applications concrètes. Ils sont partis, elles sont revenues, elle est sortie. Il s'agit du raisonnement déductif, puisqu'on est parti du général pour aboutir à un cas très particulier. Énoncé B. Tous les hommes sont mortels. Or, le chien n'est pas un homme, donc le chien n'est pas mortel. Dans cet énoncé, il s'agit du raisonnement par l'absurde, du moment où le locuteur rend absurde la thèse adverse par le recours au syllogisme. Attention, dans cet énoncé, il ne s'agit pas du raisonnement déductif. Pour le dernier énoncé, certes, l'instinct pousse naturellement l'homme à se venger des exactions qu'il a subies, mais la mort d'un individu ne peut être cautionnée par la collectivité. Il s'agit dans ce cas du raisonnement concessif. Et comme vous remarquez, comme vous êtes en train de le remarquer, le locuteur commence par admettre une partie de la thèse adverse pour la réfuter totalement en second lieu. Ainsi, chers élèves, notre séance touche à sa fin.
Merci de votre attention et à la prochaine.